ce n'est pas facile de devenir français, hein. Ouais. Je suis persuadé qu'on dirait aux Français moyens, nés franco-français Dupont-Durand, de passer toutes les escarmouches que nous, étrangers, on passe pour devenir français, plus d'un échouerait. Hein. Ouais. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Alors, Kofi, vous êtes né en 1945, c'est tout ce qu'on sait, puisqu'à l'époque, les actes civils n'existaient pas au Togo. Il fallait simplement 3 témoins qui faisaient un acte de notoriété. Le vôtre a été signé 3 ans après votre naissance, en 1948, mais il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois indiqué. Mais au Togo, quand c'est pas précisé, on met 31 décembre. Alors plus tard, l'administration française décidera du 11 octobre 1945. Donc au Togo, vous êtes né le 31 décembre 1945, et en France, le 11 octobre 1945. Voilà. Alors, vous êtes né en 1945, à Bandjeni, au Togo, dans une famille de métallurgistes qui transformaient en fer le minerai de la montagne de Bandjeni, depuis des générations. Mes aïeux étaient métallurgistes, mes grands-parents, mes parents, tout le monde était métallurgiste. Tout le monde travaillait à ça. Et vous auriez dû être métallurgiste à Bandjeni. Comme j'ai fait l'école des mines, je suis... Oui. Alors, enfant, vous êtes repéré par un missionnaire blanc qui veut vous emmener dans son école à 40 km de chez vous. Il vous trouve l'air intelligent. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Même aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir l'air intelligent. L'air intelligent. Vous étiez au milieu d'une marmaille de garçons comme ça, Tout à et vous fait. dites, c'est vous qui venez. Sans doute que je devais faire mon chef. Hein. Oui. Voilà, donc voilà. Il m'a repéré, il m'a amené à l'école. Et voilà. Alors, méfiant quand même, votre père vous amène au bord de la rivière avec un poulet, et il jette le poulet dans l'eau, et le crocodile accepte l'offrande. Oui, c'est très important le crocodile dans la civilisation bassare, parce que c'est l'animal totem de toute l'ethnie. C'est celui, on raconte que le premier bassard était en train de se noyer, le crocodile le prend par la peau du dos, le fait traverser, le pose de l'autre côté. Et chaque fois qu'il y a une décision très importante à prendre, on va consulter le crocodile qui a donné son accord pour que j'aille à l'école. Voilà. Il a mangé le poulet, et vous allez à l'école des Blancs, comme on disait. Absolument. Voilà. Donc là, vous passez de l'animisme au christianisme, en fait. Tout à fait. Comme un sacré choc. Oui, je suis baptisé par le père Dauphin, qui m'a amené à l'école et qui m'a appris le Christ. Voilà. Parmi tous les fétiches de ma tribu. Oui. Et vous avez gardé quelque chose d'animiste en vous ou... Ah oui, je suis comme tous les Togolais. On est chrétien, musulman, protestant dans la journée. Le soir, tout le monde est animiste. Alors, 4 ans plus tard, vous partez au collège des missionnaires à Lomé, la capitale du Togo. Vous faites de brillantes études. Et en 64, vous passez le bac. Ensuite, maths sup à Brest. Et l'école des mines à Nancy. C'est cela. C'est extraordinaire. Mon père m'a appris à faire le feu avec le silex. Je sais encore faire ce geste-là. Et puis, 30 ans après, j'ai participé à l'école des mines à la mise au point des premiers lasers pour faire le feu. En 30 ans, j'ai parcouru... Parce que l'humanité a mis des siècles ou des millénaires absolument, absolument. Absolument. Alors, votre arrivée en France, quand même, c'était un peu un calvaire, non? D'abord, il pleuvait. Il pleuvait, il faisait froid. Il faisait 16 degrés. Mais encore aujourd'hui, quand dans ma voiture, je vois annoncer 16 degrés, j'ai la chair de poule. Tellement c'est ancré en moi, j'ai eu très froid. Vous avez souffert du racisme en France? J'étais à l'école des mines, dans le métro, qui est bondé. Je vois une vieille dame qui est debout. Je vois que ça sert de plus en plus. Je me lève, je vais la chercher. Je dis, madame, voilà, moi, je suis jeune, vous pouvez vous asseoir à ma place. Elle m'a dit, monsieur, moi, je ne m'assoirai jamais dans un fauteuil chauffé par un cul de nègre. J'ai dit, bon, bah écoutez, continuez debout, je me suis rassis, voilà. Ça, c'est des choses qui sont... Vous en êtes arrivé plein comme ça? Ah oui, il y en a plein, oui. Il y en a plein comme ça. Alors, heureusement, vous rencontrez Anne-Marie, qui est prof, vous mariez avec elle, donc ça vous aide un peu à vivre quand même. Tout à fait, oui. Pour la première fois, j'entre dans une famille française, une famille blanche. Ça aussi, c'est important, parce que chez moi, au Togo, les Blancs ne font rien.
Ils ont un boy pour faire à manger, un autre pour s'occuper des enfants, un autre pour faire le jardin, un autre pour conduire la voiture, un autre pour balayer, etc. Et moi, j'entrais dans une famille, je vois la mère qui fait à manger, le père qui sert, etc. Ouais. C'était la première fois que ça m'arrivait. Ils ont été sympas avec vous? Oui, très sympa. Oui, très sympa. Alors en 1973, vous devenez ingénieur à la DDE, la direction départementale de l'équipement. Vous faites des routes, hein, le réseau routier breton, les 4 voies. Et en 1975, vous devenez français. En 83, vous adhérez au Parti socialiste. Alors c'est là que 2 paysans de Saint-Coulis viennent vous chercher pour que vous vous présentiez comme maire du village. Alors ça a l'air incroyable, mais ils disent il est noir, mais il est de chez nous, quoi. Puis quand j'ai été élu, pour les gens de Saint-Coulis, c'était normal, quoi. Mais pour la presse, pour vos collègues, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai compris après, j'ai compris. Vous deviendrez donc en 89 le premier maire noir de France, quoi. Et il n'y a pas d'autre exemple, malheureusement. Vous inventez le Conseil des sages. Alors ça, c'est formidable parce que vos parents ne comprennent pas comment quelqu'un d'aussi jeune que vous puissiez être le chef du village. C'est ça. Donc ils vous disent, tu devrais faire un conseil. Et vous le faites. Ils m'ont dit, est-ce qu'il y a des personnes âgées là où tu es chef? Ouais. Je dis oui. Ou bien tu leur cèdes la chefferie, tu es trop jeune, ou bien tu les fais venir pour t'aider, parce que tu n'es pas né de là, tu ne connais pas les ficelles, les non-dits, ce qui est vrai. Et donc, j'ai demandé aux plus anciens de désigner 9 personnes, ce qu'ils ont fait, qui étaient autour de moi pour m'expliquer, me conseiller. Voilà. Vous pensez qu'aujourd'hui, Kofi, c'est plus possible? Non, je pense très honnêtement qu'un Kofi Yamien aujourd'hui en France, c'est impossible. Ouais. La France s'est recroquevillée sur elle-même. La politique d'immigration est devenue très, très dure. C'est ça qu'il faut expliquer aux Français. Les Français croient que c'est facile parce qu'on leur dit ça. Ce n'est pas facile de devenir Français. Hein. Je suis persuadé qu'on dirait aux Français moyens, nés franco-français du Pont-Durand, de passer toutes les escarmouches que nous, étrangers, on passe pour devenir Français, plus d'un échouerait. Hein. Voilà. Vous pensez que Le Pen a gagné, finalement? Il a gagné, idéologiquement, il a gagné, oui. Aujourd'hui, l'immigration, c'est la violence, c'est l'immigration. Voilà, tout ça, c'est assimilé. On ne voit pas un immigré qui ne soit pas violent, et dès qu'il y a une violence, on dit c'est un immigré. Donc en 1991, vous devenez secrétaire d'État dans le gouvernement d'Édith Cresson, puis en 92, dans celui de Pierre Bérégovoy. Donc vous devenez célèbre. En 89, lorsque je suis élu maire, les médias sont arrivés à Saint-Coulis. Et les journalistes français ont expliqué au monde, voilà la France que nous voulons. C'était quand même le bicentenaire de... La Révolution. Pas tant de la Révolution d'ailleurs, mais de la Déclaration des droits de l'homme. Et là, les Français ont dit, voilà, c'est pas Le Pen qu'on veut, c'est celui-là. Et donc, forcément, ça a fait le tour du monde. Vous étiez le Obama de l'époque. Absolument, oui, oui. Vrai, Obama avant l'heure. Avant l'heure. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage, par exemple vos parents au Togo, quand ils ont su que vous étiez ministre, quand même, c'est extraordinaire. Mes parents, en réalité, n'ont pas bien compris. Et c'était trop haut pour eux. Ils ne comprenaient pas. Déjà, d'être allé à l'école, de savoir déchiffrer un bout de papier que je ramasse par terre, c'est déjà extraordinaire. Alors, quand j'ai passé le baccalauréat, je suis parti. Il est ingénieur, ça c'est quoi ça? Il est chef du village, c'est quoi? Il est ministre chez les Blancs, c'est extraordinaire. Non, mais ils ne comprennent pas. Mais ils étaient fiers quand même. Ah, ils étaient très fiers, bien sûr. Surtout lorsque les Togolais les plus instruits allaient chez eux pour leur dire, vous savez que votre fils... c'est une huile. C'est lui, c'est une huile chez les Blancs. Oui, c'est ça. Voilà. Mais il s'était bien débrouillé, le père Dauphin, finalement. Il avait eu du nez. Il l'avait vu juste. Il l'avait vu juste. Il l'avait vu juste. Bah ouais. Quel était le meilleur moment de cette époque, Kofi? Lorsque j'ai eu ce coup de téléphone pour dire, vous avez fait des choses extraordinaires dans votre conseil municipal, dans votre village, je vous demande de venir le faire pour toute la France. Ah oui. Alors, évidemment, c'est une espèce de vertige. Hein. Bah oui. J'imagine que quand on tombe d'un immeuble très haut et qu'on sait qu'on va mourir, c'est un peu ça, quoi. On voit toute la vie défiler
Et puis j'ai vu toute ma vie défiler le petit garçon ventre nu dans la poussière de la territe, le petit garçon, le crocodile, enfin tout. Voilà. Ça a été ça le plus extraordinaire. Le crocodile a eu du nez aussi. Ah oui. Il n'y a pas que le père dauphin. Ah oui, mais oui, le crocodile a eu du nez aussi. Oui, sans doute, finalement. oui. Le pire moment de cette époque, ça a été quoi? Le pire moment, c'est lorsque je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas les manettes. Ah ouais. J'avais des choses à faire. J'avais conscience de la difficulté. Je comprenais ce que vivaient les jeunes dans les banlieues. Je comprenais ce que vivaient les adultes qui vivaient à côté de ces jeunes. Et que les deux ne se comprenaient pas toujours. Je voyais bien ce qu'il fallait faire, mais je n'avais pas les moyens, je n'avais pas le levier. Je suis au gouvernement, j'ai cherché le pouvoir pendant 2 ans. Je n'ai jamais vu où il était. En fait, vous aviez été pris un peu comme ça pour l'image, pour la communication. J'ai eu conscience quand même d'être l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Ça s'est terminé dans des conditions un peu catastrophiques, puisque en 1993, les Français nous ont remerciés, nous les socialistes. Ouais. Ça a été une période très dure. On est revenu aux affaires qu'en 1997. Ouais. Et puis je suis retourné, j'étais content de retourner dans mon village, j'étais content de retourner à Saint-Coulis, et j'ai repris mon travail à la DDE, Direction départementale d'équipement, et puis à la mairie de Saint-Coulis, voilà. Alors, ensuite, vous renouez avec le Togo, mais lorsque vous voulez vous présenter à l'élection présidentielle, le pouvoir togolais rejette votre candidature, justement pour ce problème de date de naissance imprécise. Hein. Tout à fait. Alors que c'est pour tout le monde la même chose. Hein. Ouais. Je veux dire que Eyadema, qui a conduit le Togo pendant 38 ans, ne savait ni le jour, ni le mois, ni l'année de sa naissance. Ouais. Ça n'a dérangé personne. Il a gouverné pendant 38 ans. Alors, vous comprenez que ce n'était pas ça la raison. Non. Vous êtes déçu par l'Afrique depuis les indépendances? Oui. Oui. Je suis déçu parce que moi, je ne suis pas un tout jeune. J'ai connu la période coloniale. Ouais. Je suis entré à l'école en 1953. J'ai connu la période de 53 à 60. C'était la période coloniale. L'école était gratuite. On fournissait l'encre, le papier, le buvard, la règle, le crayon, la plume sergent-major, etc. Ouais. On fournissait tout. On vaccinait les gens. On était... Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Donc, je me dis, c'est pas moi qui le dis, mais c'est que lorsque je vais dans mon village à Bangeli, que je rencontre des plus vieux que moi, ils finissent par dire, mais Kofi, finalement, c'était mieux du temps des Blancs. Terrible. Ce n'est pas... Ça, c'est un aveu d'échec extraordinaire. Terrible. Extraordinaire. Terrible. 50 ans après, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette indépendance? Ouais. C'est dû à la corruption? C'est la corruption, oui, bien sûr. Ouais. Tout le monde est corrompu, du haut en bas de l'échelle. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Connaissant maintenant comment les rouages de l'État, je n'accepterai plus d'être secrétaire d'État chargé de l'intégration. Ouais. Moi, j'ai des compétences d'ingénieur. Ouais. J'accepterai d'être secrétaire d'État ou ministre d'un poste technique dans lequel je peux démontrer qu'un noir peut être ministre sur un thème très technique parce qu'il a les connaissances. Oui, vous mettre à l'intégration... Non, je la porte sur ma peau, ça va. Alors, le jour où vous mourrez, j'espère le plus tard possible... Ça va arriver. Oui, ça va arriver. Vous voudrez qu'on marque quoi sur votre tombe, quelle épitaphe? Ici, J. Kofi, il a fait ce qu'il a pu. Ouais. Voilà. Moi, j'en avais une autre qui est moins sérieuse, c'est Sigi le Breton d'après la marée noire, qui est une phrase formidable de vous. Oui, c'est de moi, oui. Parce que vous avez quand même assisté à la Mokokadis et au Torrey Canyon. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un de vos collègues qui me demandait un jour, avec Louis Le Pinsec, qui était ministre et breton, comment ça se passe entre vous? Je dis, ça se passe bien, on est bretons tous les deux, sauf que lui est d'avant et moi d'après la marée noire. Voilà. Mais c'était dit sans malice. C'est très drôle. Mais ça m'a valu le prix de l'humour politique. Ah, ben voyez. Voilà. Mais j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vos Kofi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.